Notre cours d'histologie d'aujourd'hui est terminé pour commencer ce que j'aurais pu terminer la dernière fois, c'est-à-dire l'embryologie de l'appareil cardiovasculaire. On avait vu dans les grandes lignes l'embryologie cardiaque, on avait vu dans les très grandes lignes l'embryologie du système artériel, on va voir dans les très très grandes lignes l'embryologie du système veineux, puisqu'il nous faut quand même le terminer en commençant par dire que le système veineux, sa première base, c'est le système que vous connaissez, avec dans l'embryon les veines cardinales antérieures et postérieures, que nos amis anatomistes, comme les embryologistes, aiment bien appeler crâniales et caudales. Ces deux systèmes forment bien la base de ce qui sera l'essentiel du retour veineux au sein du fœtus, puis après la naissance du nouveau-né, etc. Ce système des veines cardinales, avec deux veines cardinales de chaque côté, va quand même évoluer, et ce de façon considérable. Alors là, il n'est pas question qu'aujourd'hui, dans le temps dont nous disposons pour parler de l'embryologie, je vous fasse l'ensemble du couplet, mais quand même. Dans les messages de base qu'il faut retenir, premièrement, il se crée des anastomoses entre les systèmes droit et gauche. Et il y a des anastomoses qui se font au-dessus du cœur et en dessous du cœur. L'une des anastomoses principales, c'est celle qui se fait au-dessus du cœur, en situation crâniale, évidemment, entre les systèmes gauche et droit, et qui, vous le devinez sur ces schémas très simples, anastomose ici entre les systèmes droit et gauche, va être à l'origine du tronc veineux brachiocéphalique. De telle façon que, normalement, la partie distale de la veine cardinale crâniale gauche disparaît, normalement, il n'y a pas de veine cave supérieure gauche, sauf la partie toute terminale, ici, de ce qu'on a appelé le canal de Cuvier gauche en embryologie de première année, qui va participer au sinus coronaire, c'est-à-dire la partie de drainage des veines coronaires tout près du cœur, dans le cœur même. C'est parce qu'il y a cette anastomose au-dessus du cœur que le système évolue pour donner le tronc veineux brachiocéphalique gauche et que la partie distale de la veine ou du système veineux cardinal du côté droit donne naissance à la veine cave supérieure. En haut, ce n'est pas très compliqué. En bas, c'est un peu plus complexe. Pourquoi ? Tout d'abord parce que dans le territoire abdominal se forment deux structures qui s'appellent les corps mésonéphrotiques, corps de Wolff, qui sont des éléments très importants pendant le début de la vie embryonnaire, qui vont servir de base à ce que vous savez, et au niveau duquel va se développer un réseau veineux indépendant, avec notamment deux veines mésonéphrotiques internes, en connexion avec le système, bien sûr, des veines cardinales, deux veines mésonéphrotiques internes, au niveau desquelles va exister une anastomose, gauche-droite. Et c'est à partir de ces éléments, à partir de ces veines mésonéphrotiques internes, et notamment de la partie droite, que va se former, par une plasticité veineuse qui est un des éléments essentiels de l'évolution des systèmes veineux embryonnaires, que va se former notamment les éléments qui sont décrits ici, les éléments qui vont former l'anastomose interazygose et le système veineux azygose qui vient se jeter dans la veine cave supérieure. Troisième élément plus bas, la partie distale du système se caractérise aussi par une anastomose entre les veines cardinales à la partie basse qui donnera naissance finalement à la veine iliaque primitive gauche. Et c'est le modelage de la partie interne du système veineux qui va donner naissance à l'ensemble des éléments veineux, ici, qui vont se développer avec un retour veineux vers le cœur, vers la partie inférieure du cœur. Dans cette histoire ici, c'est compliqué. Pourquoi ? C'est compliqué parce qu'en complément des éléments cardinaux dont vous imaginez l'existence, même si je suis passé vite dessus, existent les éléments qui correspondent aux veines de la circulation veineuse vitelline et ombilicale. Vitelline au centre, ombilicale sur la périphérie. Et ces éléments-là vont évidemment être extrêmement importants pendant la vie fétale, puisque c'est quand même à partir de la circulation veineuse ombilicale que va se faire le retour veineux de sang oxygéné vers le cœur, à partir du placenta du cordon, comme vous savez.
Mais c'est aussi dans ce territoire que le développement d'une structure extrêmement importante, à beaucoup d'égards, qui s'appelle le foie, qui commence par un bourgeon hépatique, va se faire dans le mésogastre antérieur, avec un organe qui au début peut être assimilé à un petit bourgeonnement de l'entoblast de l'intestin antérieur, qui très rapidement se développe dans le tissu mésoblastique, on l'appellera mésenchymatode et qui se différenciera un tout petit peu du mésogastre antérieur, et qui va former un organe richement vasculaire au sein duquel vont se télescoper tout un ensemble d'éléments qui appartiennent d'une part à la circulation vitéline et d'autre part à la circulation ombilicale. De telle façon qu'ici, il y a des remodelages extrêmement importants, dont je vous épargne les détails parce qu'on n'a pas le temps de le décrire tranquillement, non pas que ça ne soit pas intéressant, bien au contraire, mais une évolution avec des remodelages qui vont aboutir à la constitution de plein de choses. D'une part, d'un côté, peut-être surtout à la veine porte, qui va être l'élément de vascularisation veineuse qui se jette dans le foie, comme vous savez sans doute, puis au système des veines sus-hépatiques qui vont se drainer dans la veine cave inférieure qui va aller rejoindre le cœur. Et c'est sur ce système-là que va être branché, bien sûr, le retour veineux de la partie inférieure du corps. Deuxième élément, pendant une très longue partie de la vie, la partie prénatale, pendant la vie fœtale, il persiste de la circulation ombilicale, la veine ombilicale gauche, puisque la veine ombilicale droite disparaît, s'atrophie, est assimilée dans l'ensemble du système. Il persiste la veine ombilicale gauche, qui est la veine ombilicale que l'on décrit là parmi les 3 vaisseaux du cordon. Vous savez, on n'en décrit pas 4, hein. Normalement, il n'y en a que 3, 2 artères, une veine. Celle qui persiste, c'est celle qui au bout va être la veine ombilicale gauche, qui va jusqu'au foie et qui va à l'intérieur du foie s'organiser de telle façon que le sang de la veine ombilicale gauche, qui peut passer un tout petit peu dans le parenchyme hépatique et notamment dans le lobe gauche du foie, qui a une signification physiologique un peu différente du lobe droit pendant la vie fœtale, forcément, puisqu'un peu du sang de la veine ombilicale gauche peut y circuler plus facilement que du côté droit, mais surtout, l'essentiel du sang de la veine ombilicale gauche, c'est ça qu'il faut retenir, passe par une espèce de voie dérivative de court-circuit que les anatomistes vous ont sûrement décrit, et qui est le célèbre canal d'Arancius, le canal veineux d'Arancius, qui court-circuite le parenchyme hépatique littéralement, pour permettre que le sang veineux ombilical oxygéné arrive dans la veine cave inférieure et rejoigne ainsi le cœur. Alors, tout ça persiste et existe pendant la vie fœtale. À la naissance, évidemment, plus de veine ombilicale gauche, ou plus exactement, la fermentation veineuse disparaît puisqu'on clampe le cordon et qu'on coupe ce faisant la circulation, qui n'existe d'ailleurs plus puisque le placenta, en principe, va très rapidement se décoller, heureusement, et il y a donc suppression de ce retour veineux ici, atrophie de la veine ombilicale gauche qui devient ligamentaire, atrophie du canal veineux d'Arancius, de telle façon que cette partie-là du schéma disparaît. Voilà ce que je voulais vous dire pour le système veineux. Le grand mot, c'est modelage, modelage parallèlement à la croissance, très bien. Fin de l'histoire. À la fin de la période d'organogénèse, une circulation fœtale est en place, avec une pompe, un cœur, qui est organisé avec ses 4 cavités, qui est cloisonné, avec un système artériel, une grande et une petite circulation indépendante, avec un système veineux, une grande et une petite circulation, là encore indépendante. Sur ce réseau circulatoire est branché pendant toute la période fœtale un ensemble de vaisseaux qui vont assurer la communication, la continuité vasculaire sanguine entre le fœtus, entre notre brave fœtus, et son placenta, ici représenté à l'époque par un graveur célèbre qui s'appelait Tardieu, sans rapport avec le médecin légiste du même nom, je le signale pour ceux qui aiment bien l'histoire de la médecine, ce qui est à l'évidence votre cas. Fin de cette petite digression provocative qui n'a pas marché, zut alors, la circulation c'est beaucoup plus important. Ici bien sûr il y a l'arrivée de sang représenté oxygéné ici par la veine ombilicale. Le trajet dans le fœtus, c'est de passer par la veine ombilicale gauche, le canal d'Arancius, et de gagner la veine cave inférieure. Très bien. Pourquoi pas? Sauf que,
ce sang-là n'a aucun intérêt à passer par une circulation pulmonaire qui lui apporterait pas grand-chose si on est un peu finaliste. Et donc, comme on a déjà essayé de l'expliquer, pendant la vie fœtale, il y a deux mécanismes qui font que le sang veineux de retour, ici un sang oxygéné, puisque revenant du placenta, ce sang oxygéné a plutôt tendance à aller directement dans la grande circulation et dans l'aorte que de passer par la petite circulation. Et ça se fait parce que, premièrement, physiologiquement, pendant la vie fœtale, comme on a essayé de le dire la dernière fois, il existe une communication interauriculaire, qu'on appelle le foramen ovale, le trou de Bottal, souvent, qui fait que le sang veineux de retour ombilical, extra-embryonnaire, qui arrive ici dans l'atrium droit, il peut bien sûr passer en partie dans le ventricule droit et de là gagner en partie l'artère pulmonaire, on va le redire dans un instant, mais il peut surtout passer au travers de la cloison interatriale dans l'oreillette gauche et de là gagner oreillette gauche, de là gagner le ventricule gauche, ce sera peut-être plus visible si je vous le fais comme ça, passer donc dans l'atrium gauche qui est ici, aller dans le ventricule gauche et être chassé dans l'aorte dans le cadre de la grande circulation pour aller, non pas à droite, enfin si, aussi à droite à gauche, mais ici ou là surtout, assurer l'oxygénation des tissus périphériques et leur apporter tout ce qu'il faut pour que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes. Premier dispositif important, un shunt ici qui permet de shunter la petite circulation très largement au niveau atrial. C'est un shunt physiologique droit-gauche. Au passage, le sang veineux du corps, celui qui revient après le passage par la grande circulation, se jette aussi dans l'oreillette droite. Autre précision, une partie du sang, bien sûr, ne va pas passer par la communication interatriale, mais va passer dans le ventricule droit. Ce sang passe ensuite dans l'artère pulmonaire, mais là encore, il n'y a aucun intérêt physiologique, ou pas beaucoup d'intérêt physiologique, à ce que l'essentiel du sang aille dans les poumons. Et à l'état physiologique, pendant la grossesse, les physiologistes justement vous diront qu'il existe un deuxième dispositif de shunt qui est bien un shunt droit-gauche, qui est le fameux canal artériel dont on a parlé lors de l'évolution du système des arcs aortiques, qui permet à ce que justement une partie du sang, sous-entendu, on n'en a pas grand-chose à faire que le sang passe trop dans la circulation artérielle pulmonaire jusqu'aux poumons et revienne par les veines pulmonaires dans l'atrium gauche, eh bien, il y a ici un autre shunt physiologique gauche-droit qui se fait depuis l'artère pulmonaire jusqu'à la concavité de la crosse aortique. C'est le canal artériel qui, sur ce schéma-là, manifestement traduit par des gens extrêmement compétents en physiologie, a été ligament artériel, sauf qu'il n'est pas ligamentaire à ce stade-là, il est perméable, c'est un canal.